T'écoutes Francophone Down Under, mon podcast pour les familles francophones en Australie, mais pas que, qui souhaitent encourager leurs enfants à parler le français, même en vivant au bout du monde. Aujourd'hui, 8e épisode de 2024. J'accueille Laure qui nous raconte ses 3 ans d'expatriation à Melbourne avec sa famille. J'ai rencontré Laure il y a quelques mois au petit déjeuner des associations organisées par le consulat honoraire à Melbourne. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Laure s'est expatriée à Melbourne avec son conjoint et ses 3 enfants il y a 3 ans. En 3 ans, elle a accumulé une mine de connaissances sur l'éducation bilingue, les opportunités présentes à Melbourne et l'expatriation en général. Quand je l'ai entendue parler d'éducation lors de cet événement, j'ai tout de suite pensé aux informations précieuses qu'elle pourrait transmettre aux auditeurs de Francophone Down Under. Elle a accepté aujourd'hui de venir me rejoindre chez moi pour une longue interview. Merci Laure. Une fois n'est pas coutume, j'ai divisé l'interview en 2 et je te propose aujourd'hui la première partie. Bonne écoute. Je voulais essayer un nouveau truc quand je fais mes interviews et commencer par une question un peu différente et te demander... Si je te dis Australie, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit ? Dépaysement, être soi, c'est-à-dire qu'il y a une absence de codes sociaux qu'on peut retrouver dans la société française qui ici n'existe pas et donc les gens sont très libres, spontanés. Je dirais nature et inclusion. Ouais, très intéressant. Et c'est peut-être des choses que j'aurais dit aussi. Et deuxième question un peu qui se rapproche du sujet, mais si je te dis expatriation, les premiers mots. Premier mot pour une expatriation, je dirais qu'il faut laisser tomber ses préjugés et ses a priori sur ce qu'on a entendu, de ce que les gens imaginent de l'expatriation. Et je dirais que c'est un challenge qui vaut d'être vécu et qu'on en ressort grandi. Voilà ce que je dirais en résumé de l'expatriation. Si je reprends ce que j'ai dit en début, comme quoi il faut faire tomber ses a priori, c'est qu'on a tous une représentation mentale où on imagine ce que peut être une expatriation. Et en fait, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a une adaptation à la fois à la vie culturelle, au mode de vie du pays dans lequel on arrive. Et il y a aussi comment les enfants vont réagir dans le cadre de l'école et de leur apprentissage de la nouvelle langue. Et en fait, on entend souvent « Ah, c'est génial, vous partez à l'étranger, mais tes enfants vont être bilingues en 6 mois. » Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Chaque enfant est différent et apprendre une langue... C'est évidemment la parler, mais la lire et l'écrire, mais c'est aussi apprendre à naviguer dans ce nouveau environnement culturel. Et donc ça prend énormément de temps, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants. Et donc, je dirais que pour que l'expatriation soit réussie, le mot d'ordre, c'est vraiment la communication au sein de la famille. Qu'il n'y a pas de bons et de mauvais choix, mais qu'il y a des choix pris et des décisions prises à un instant T par rapport à ce qu'on souhaite du projet familial et du projet pour chaque personne de la famille. Et tant qu'on arrive à communiquer comme ça au sein de la famille, je trouve, au fur et à mesure de l'expatriation, parce que les besoins peuvent évoluer, ça permet de passer les petites bosses du parcours de l'expatriation et de prendre conscience des challenges que les uns et les autres ont vécu dans l'expatriation, que ce soit le conjoint qui travaille, le conjoint suiveur ou les enfants, parce qu'en fait c'est un changement aussi de manière de vivre pour la famille en général. De dynamique familiale. Exactement. Ouais, c'est un changement de dynamique familiale. Si je dois parler de mon expérience personnelle, on a tous perdu nos repères en arrivant ici. Moi je travaillais... à temps complet. J'ai toujours travaillé à temps complet en France. Donc on avait un équilibre de vie familiale avec les 2 parents qui travaillaient, les enfants
qui allaient à l'école et menaient leurs activités encadrées par des nounous. Et on est arrivé ici, j'ai beaucoup moins travaillé, donc j'ai été beaucoup plus disponible pour les enfants. Et donc ça a nécessité un calage et au sein de mon couple et avec les enfants. Qui, quand j'étais en France, disaient « Ah maman, pourquoi tu prendrais pas un mercredi off ?» Et arrivé ici, finalement, soit j'étais trop à la maison, soit en fait, parce que j'étais beaucoup à la maison, en fait, j'étais leur nanny, en fait. Je devais répondre à tous leurs besoins en instantané. Et donc voilà, il faut revoir aussi la conception de la famille et que chacun retrouve ses marques. C'est-à-dire que même si parfois mes enfants ont pu faire des remarques un peu dures, en disant genre « mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Pourquoi ça c'est pas prêt ?» En fait, à la fois c'est dur à entendre et en même temps faut être à l'écoute du fait que eux aussi ils ont perdu leur repère et donc il faut un peu tous réapprendre notre routine quotidienne. Donc je dirais que c'est ça qui fait à la fois la richesse de l'expatriation, la difficulté, parce qu'on sort tous de nos zones de confort, mais si la communication est au centre de la famille pour être à l'écoute des uns et des autres et pouvoir avancer et cheminer ensemble en traitant les bosses que les uns et les autres rencontrent, c'est plutôt une expérience, je dirais, très enrichissante. Et c'est des choses qu'on gardera quand on rentrera, parce que finalement, apprendre à mieux communiquer en famille, ça sert où qu'on soit. Ça, c'est certain, et on en aurait tous besoin d'une dose supplémentaire. Chouette, waouh, on est déjà dans le vif du sujet alors. Et comment t'es arrivée là, en fait ? Comment est-ce que tu t'es retrouvée expatriée à Melbourne ? Eh ben, tout simplement parce que mon mari a eu une opportunité de venir travailler ici, que c'est quelque chose... une expérience à l'international a toujours été quelque chose qu'on s'est imaginé possible par le travail de mon mari, parce qu'il a toujours travaillé dans un environnement international, ce qui n'était pas du tout un des critères de mon métier. Et on s'était dit que si on devait vivre une expérience à l'international, c'était important qu'on puisse le faire dans un pays où chacun puisse se sentir libre de ses mouvements. Donc ça excluait un certain nombre de pays. Ouais. Et le deuxième critère était vraiment l'attrait et l'opportunité pour apprendre l'anglais. Donc voilà, c'était les deux critères. Un critère où chacun pouvait vivre librement et l'anglais. Et donc quand cette opportunité s'est présentée en Australie, même si l'Australie n'avait pas forcément été imaginée comme destination, parce que c'est tellement loin sur la carte du globe que pas le premier pays qui nous vient en tête. Mais en fait, on a foncé. On s'est dit que ça se représenterait qu'une fois et qu'il fallait saisir l'opportunité de partir. Et puis en France, en Australie aussi, c'était la période du Covid. Donc en plus, ça nous offrait un challenge avec des perspectives qui étaient un peu plus fun et réjouissantes que de savoir comment vivre confiné. Vous avez appris à vivre confiné en Victoria, quasiment 2 ans de confinement. C'est ça, donc on est arrivés, nous, à la fin, on a eu de la chance, mais en fait, on savait que les frontières australiennes étaient fermées, donc rentrer dans le pays était une chance énorme, il n'y avait pas grand monde qui rentrait. Ça. Mais par contre, on s'imaginait libre de nos mouvements dans le Victoria à cette époque, parce qu'ils avaient commencé à relâcher... les gens, il y avait plus de confinement, malgré la politique du 0 cas, 0 mort, 0 cas contact. Et donc on s'est retrouvés finalement rattrapés par le Covid et les confinements 6, 7, 8. Donc en fait sur les 7 premiers mois de notre arrivée, on a été 4 mois confinés. Finalement on l'a bien vécu parce que ça nous a permis de bien s'installer. Les enfants n'avaient pas d'activité extrascolaire, donc on avait du temps pour découvrir la ville et se promener. Mon mari a pu bien prendre ses marques au travail, familialement on a bien pu prendre nos marques dans Melbourne et ça nous a pas empêché de très vite se faire des amis et donc de régulièrement le week-end profiter de l'heure ou des 2 heures de liberté qu'on avait pour prendre nos vélos et aller se promener et pique-niquer. Donc en fait on a installé une routine comme ça où on s'est
assez vite faite à la vie de Melbourne et on a profité de la baie, des plages, de la mer, donc c'était super chouette. D'accord, donc oui, le confinement pour vous finalement, ça vous a vraiment donné une opportunité d'arriver en douceur. C'est ça nous a donné l'opportunité d'arriver en douceur. Et de ce fait-là, tes enfants, ils avaient quel âge quand vous êtes arrivés ? Alors, mes enfants, quand on est arrivés, donc mes 2 aînés avaient 12 et 10 ans et ma troisième avait 4 ans. Donc, mon aîné a directement été au collège en grade 7, donc l'équivalent de la 5e, 100% immergé. Donc là, ça a été le saut dans le grand bain. Je me souviens d'après-midi, après l'école, où en fait je le cherchais dans la maison et en fait il s'était endormi de fatigue jusqu'au lendemain matin. Parce que c'est quand même épuisant d'avoir des journées dans une autre langue. Mais il n'était pas le seul enfant expatrié en fait. Et il y avait des francophones, il y a une section francophone dans le collège où il est. Donc il y avait quelques Français. Donc en fait il a réussi à naviguer dans cet environnement assez bien et assez vite. Et l'immersion, même si elle demande de l'énergie et il faut que l'enfant accepte d'être immergé dans des journées complètes sans comprendre au début plus de 20% de la conversation. Mais le côté positif, c'est que pour le coup, en quelques mois, la compréhension est là. Même si l'enfant parle pas encore, en fait c'est quand même des enfants qui, par la force des choses, vont progresser extrêmement vite dans la nouvelle langue et donc vont se sentir à l'aise rapidement. Et lui en plus il était d'accord sur le projet. Lui il était c'était l'enfant qui était le plus d'accord sur le projet parce que c'était son rêve de découvrir l'Australie. Donc là on lui offrait l'opportunité de cocher cette case. Donc il était hyper content et il s'est très vite fait un ou deux très bons copains qui sont bilingues. Donc ça, c'était extrêmement chouette pour lui. Et puis, on a pu, sorti du Covid, mettre rapidement en place les activités. Donc voilà, une transition vraiment réussie et dans laquelle il s'est senti bien assez vite. Ça, c'est chouette. Donc c'était un déjà. Donc ça, c'est l'aîné, voilà, qui avait 12 ans à l'époque. Le deuxième avait 10 ans. Donc lui, il est resté en grade 4, donc c'est l'équivalent du CM1 qu'il avait donc quitté en France. Donc pour lui, on avait fait le choix de l'école avec le programme bilingue, donc la moitié du temps en français, la moitié du temps en anglais. Lui était pas hyper motivé au départ pour venir. Je pense qu'il y avait un mélange de comment je vais me sentir bien dans un nouveau pays où en fait je comprends pas la langue, je vais devoir apprendre une langue, comment on fait, etc. Donc par contre socialement, il s'est très vite fait des amis. Par contre au niveau de l'anglais, le fait qu'il soit dans une école bilingue, en fait, il faut imaginer qu'un enfant qui a 10 ans, qui est à l'aise dans un environnement en France, parce qu'il comprend tout, il parle la langue, du jour au lendemain, vous le mettez dans un environnement où, en fait, la moitié du temps, il ne comprend rien. Et puis en plus, en France, à l'école, on n'apprend pas vraiment beaucoup l'anglais avant le collège, donc j'imagine que lui, il était aucune notion. Et donc, en fait, les 6 premiers mois sont vraiment importants parce que en fait, c'est qu'à l'issue des 6 premiers mois qu'on sait si l'enfant va accepter finalement de faire des efforts et de se dire ok, je vais apprendre l'anglais, je vais essayer, quand bien même c'est pas parfait parce qu'en fait en fonction des enfants, il y a des enfants qui vont oser parler que quand ils maîtrisent 100% du vocabulaire et de la grammaire, donc c'était un cheminement un peu plus long et puis tous ses copains dans l'école, comme ils sont bilingues, comprenaient le français. Donc en fait, ses copains pouvaient lui parler anglais mais lui parlait souvent français. Donc en fait, le temps d'apprentissage a été plus long. Mais je dirais qu'il s'est très vite fait des copains, bien sociabilisés. Mais par contre, c'était plus quel projet on faisait pour lui en anglais. Parce que c'est beaucoup moins intuitif et fluide que les enfants qui arrivent avant l'âge de 7 ans. 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison, c'est pas pour rien. C'est qu'avant 7 ans, en fait, les mécanismes d'apprentissage vont être plus spontanés et l'enfant ne va pas chercher à traduire d'une langue à l'autre. Alors qu'après 7 ans, c'est un mécanisme qu'il va pouvoir faire, il va intellectualiser les apprentissages. Voilà, alors qu'il faut se laisser porter finalement et être un peu dans le mimétisme de ce qu'on entend pour pouvoir absorber la langue. Donc en fait, avec lui, on a fait le choix au bout d'1 an et demi pour l'entrée en 6e, qui est encore dans l'école primaire ici en Australie, de l'immerger dans le curriculum australien à 100%. Donc il a quitté le programme bilingue
pour pouvoir faire ça en négociant. Au début, il n'était pas forcément hyper motivé. Et en fait, aujourd'hui, donc maintenant, il est au collège, ici, il est en 5e, dans un collège 100% australien, avec un accompagnement français avec le CNED. Et en fait, il se rend compte que c'est super. En fait, son année de 6e complètement immergée lui a vraiment permis de décoller en anglais, d'être beaucoup plus à l'aise. Et aujourd'hui, c'est naturel pour lui d'être dans cet environnement. Et donc, la transition avec le collège, c'est vraiment faite de manière hyper facile. Donc ça, c'était le 2e. Et maintenant, il ne veut plus partir. Alors, ça, on va en parler après, mais voilà, ça risque de poser problème. Et la 3e, elle est arrivée à l'âge de 4 ans. Donc, l'école ne commençant qu'à l'âge de 5 ans. La problématique qu'on avait avec elle, c'était qu'elle ne comprenne pas, qu'elle ne puisse pas être scolarisée, dans la mesure où en plus mon mari et moi travaillant à temps complet en France, mes enfants, c'était toute la journée à l'école, la cantine, le soir soit l'étude, soit leur nounou. Donc en fait là elle se retrouvait à passer des journées avec moi. Donc en fait très vite, et puis l'autre aspect c'était en passant des journées avec moi, comment elle va faire pour s'acclimater à l'anglais, il faut qu'on trouve des solutions. Donc en fait on l'a mis au kindergarten anglophone. Mais c'est exactement 2 jours par semaine. À ça que ça sert d'ailleurs. Et c'est à ça que ça sert. Donc 2 jours par semaine. Et puis 2 autres jours par semaine, elle était dans un kindergarten bilingue où il y avait en fait, à l'image de ce qu'elle connaît maintenant à l'école, 2 professeurs, un professeur en anglais et un professeur en français. Et donc ça parlait d'une langue à l'autre, donc ça permettait quand même de maintenir un peu de français et en même temps qu'elle entendait aussi l'anglais dans ce kinder-là. Donc, et puis surtout, ça nous permettait de remplir 4 journées, donc elle avait un rythme comme elle avait connu en petite et moyenne section en France. Et donc après, elle était hyper contente de rentrer à l'école. Voilà. Et donc elle a appris... c'est la seule, par contre, de mes enfants qui a appris à lire et à écrire dans les 2 langues directement, sans être passée par l'apprentissage de la lecture en France. Donc c'est une expérience qui vaut d'être vécue. Alors là, si tu nous écoutes, tu vois pas la tête de Laure. Il y avait du positif, mais aussi du négatif sur son visage. Exactement. Non, mais en fait, c'est une expérience, et là, c'est là où... le fait de mettre de côté ses a priori et de se laisser porter par l'expérience d'expatriation prend tout son sens, parce que en fait quand on travaille avec des enfants qui ne maîtrisent pas encore l'anglais parce qu'ils viennent d'arriver 6 mois avant et qui doivent apprendre à lire et à écrire, puisque dès la grande section c'est ce qui se fait dans les écoles australiennes, et en parallèle faire la même chose avec le français sans avoir eu de maternelle à la française, qui est quand même un temps de préparation au graphisme, à la reconnaissance des sons, etc. Ça donne une combinaison assez éclectique, flottante. Voilà, et donc où le maître mot est la patience. Parce que voilà, ça peut prendre du temps, et surtout ça demande, et je dirais que ça aussi c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé avant de venir, c'est que le programme australien d'apprentissage, notamment pour la lecture, indépendamment du bilinguisme, demande énormément d'implication des parents avec la lecture tous les soirs de ce qu'ils appellent les readers, là, les petits livres décodables. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus long et beaucoup plus répétitif, qu'on doit faire tous les soirs et qui prend beaucoup plus de temps que ce qui peut se faire comme suivi parental d'un enfant en classe de CP en France. Oui, surtout un enfant qui... moi, je me rappelle, j'allais à la garderie, par exemple. Bon, on avait 30 minutes pour jouer, puis après, on rentrait en classe et puis on faisait nos devoirs. On était supervisé par le maître qui faisait la garderie. L'étude, pardon, ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Donc, on n'avait pas le choix, quoi. Il fallait qu'on fasse notre lecture, notre écriture. Avec et des après, choses les parents étaient plus libres, par contre. Que tu avais déjà beaucoup travaillé dans la journée. Voilà, en plus. De manière individuelle. Donc, en fait, la notion du devoir à la maison n'est que de la révision de ce que tu avais fait dans ta journée de travail en tant qu'élève. Alors que ici en Australie, ils travaillent de manière individuelle, un petit peu, les notions qu'ils doivent apprendre, mais il y a aussi énormément de travail en groupe, ce qui fait que selon les enfants sont plus ou moins actifs dans leurs apprentissages.
Donc ça, c'est une pédagogie qui est géniale quand les enfants sont actifs dans leur apprentissage, curieux, etc. Mais si l'enfant est un peu plus passif ou rêveur ou présente une difficulté, bah en fait, ce travail en groupe est peut-être beaucoup moins structuré à la française, va demander du temps complémentaire pour les parents pour assurer les apprentissages le soir. Donc ça, c'est sûr que c'est une routine qu'il faut mettre en place quotidiennement. Et quand on vient d'étranger, en fait, on ne comprend pas forcément tout de suite qu'il faut faire ça. Oui, parce qu'en plus, nous, en tout cas, on ne nous l'a pas vraiment expliqué au début. Et il a fallu... c'était un tâtonnement pour savoir s'il fallait qu'on fasse ou pas. Voilà, mais exactement, c'est un tâtonnement. Parce qu'en fait, comme... les devoirs à la maison ne sont pas obligatoires en Australie et en fait ils sont censés ne pas en donner, mais pour autant pour l'apprentissage en grande section SCP de la lecture et de l'écriture, c'est quand même quelque chose sur lequel le système compte. Donc en fait ils encouragent sans encourager les parents, mais on comprend vite que si on ne le fait pas les enfants vont prendre du retard dans leurs apprentissages. Donc voilà, c'est quelque chose qui met un peu de temps à se mettre en place, mais qu'il faut faire. Et au final, est-ce que ça a payé ? Est-ce que maintenant, finalement, que le fait clairement, ça paye. Le fait de faire ça régulièrement, ça paye. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est un peu parfois on a énormément de ressources, qu'elles soient papier ou numériques, où on nous demande de faire de la lecture, des rallyes lecture, des mathématiques, etc. Donc ça peut représenter beaucoup d'heures, on peut aller jusqu'à 1 heure de travail dans les 2 langues, en tout je veux dire. En combinant les deux par soir, ce qui est énorme, mais parce que déjà les enfants, après une journée d'école, sont fatigués, qu'ici l'école finit tôt et que les enfants ont énormément d'activités extrascolaires. Donc en fait ça demande quand même, en tous les cas, si on veut que l'enfant puisse être entre guillemets à jour dans ses apprentissages, ça demande un peu d'application parentale dans les petites classes, je dirais, de la grande section au CE2, de la prep à la grade 3. Ouais. C'est quelque chose. Après, étonnamment, ils ont quasiment plus de devoirs et puis de toute manière, ils sont beaucoup plus autonomes, mais dans les petites classes, je trouve que ça demande une implication importante et bien supérieur à ce que j'ai pu voir ce que j'avais pu faire en France en fait. D'accord, donc à prendre en compte. Et alors, pour toi c'était important qu'ils conservent le français. Tu dis que directement le deuxième par exemple était en section bilingue, le premier il a fait le français par le CNED malgré tout. Ouais, en fait très vite, mais parce que quand on part en expatriation, on part dans l'optique qu'un jour on rentre peut-être. Et que donc on part pour 3 ans, 4 ans, on sait pas bien, mais en fait très vite, en fait, je me dis c'est génial, ils vont apprendre l'anglais, mais en même temps faut pas qu'ils perdent leur français académiquement. Et en fait, la fluence d'une langue, c'est pas uniquement savoir le parler. Encore plus avec la langue française, qui est quand même une langue très complexe. Et donc en fait, il faut maintenir un niveau académique. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la rigidité du système à la française quand on doit préparer un retour où finalement, il faut, juridiquement, si on a quitté le système scolaire pendant plus de 2 ans, nos enfants ne sont pas automatiquement replacés à l'école en France. Ils doivent repasser des tests de niveau pour assurer la classe de retour dans laquelle ils vont être. Donc cette rigidité du système nous a conduit, à scolariser nos 2 plus jeunes dans l'école franco-australienne de Melbourne parce que cette école-là est reconnue par la France. Donc c'est comme si mes enfants n'avaient pas quitté le système français. D'accord. Et pour le plus grand, le CNED est une solution pareille où les enfants qui vivent à l'étranger et qui sont scolarisés dans des écoles locales peuvent justifier, lorsqu'ils suivent les 3 matières obligatoires à minima, le français, l'histoire-géographie et les mathématiques, justifiés d'un certificat de niveau. À l'issue de leur année de 5e, ils reçoivent comme quoi ils ont validé leur 5e, pareil pour la 4e, etc. Et donc le retour se fait automatiquement.
D'accord. Tu le savais, toi, ça, avant de partir, ou tu l'as appris à quel moment? Non, je le savais avant de partir parce que je m'étais renseignée, parce que par déformation professionnelle, j'ai l'habitude de travailler dans un environnement juridique, et donc je m'étais intéressée aux conditions de retour. Donc ça avait participé en tous les cas grandement à la prise de décision. Le CNED est une bonne combinaison, je trouve, parce que quand on part en expatriation, en tous les cas, nous, notre choix familial, c'était que les enfants soient immergés le plus possible. Donc la bonne combinaison de l'école locale avec le CNED, c'est vraiment une combinaison pour moi qui est gagnante. Pour les plus jeunes, je m'étais dit, finalement, à tort, je trouve, mais je m'étais dit que les mettre dans une école franco-australienne, au moins je pourrais me concentrer avec eux sur l'anglais, et que j'aurais pas à faire le français parce qu'ils étaient dans une école franco-australienne. Sauf que je n'avais pas réalisé que une école franco-australienne, ça veut dire qu'en fait ça donne 2 jours en français, 2 jours en anglais et une journée de matière spécialistes, l'art, le sport, les sciences, l'informatique dès la grande section aussi, l'histoire-géographie en anglais. Donc finalement, 2 jours en français, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir tenir le même rythme qu'un enfant dans une école française qui va à l'école 4 jours par semaine ou 5. Donc ça nécessite quand même, dans la perspective d'un retour, en fait, voilà, le temps de l'expatriation, s'il dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, il faut s'assurer que dans ce laps de temps, l'enfant puisse être capable d'aborder les notions dans un temps plus court, mais d'aborder au moins les notions. Il aura peut-être moins de temps de révision et de temps de perfectionnement, mais il aura au moins le temps d'aborder les notions pour pouvoir retourner dans une classe d'âge en France qui corresponde à la sienne. Et je suis bien consciente qu'il y a une période d'adaptation au retour, mais en tous les cas d'essayer au minimum qu'elle soit académiquement la plus facile possible. Après ça concerne plutôt les enfants qui reviennent en primaire finalement, parce que les enfants, mes grands, ils sont arrivés à l'âge de 12 et 10 ans, donc celui qui est arrivé à l'âge de 12 ans, finalement il avait fini tout son primaire en France, il avait déjà démarré sa 6e, donc en fait le socle d'apprentissage de la langue française, il l'avait terminé, ce fameux cycle de CM1, CM2, 6e qui consolide tous les apprentissages de la langue française, il l'avait avec lui dans ses bagages. Donc c'est quand même des enfants qui ont une maturité avec la langue plus importante et qui vont moins perdre leur français que les autres. Un enfant qui arrive dans les petites classes, ou en tous les cas comme mon deuxième qui est arrivé sans avoir fini de CM1 en France, mais finalement il n'a pas fait ce cycle de consolidation fondamentale, et ce travail-là, il faut qu'il se fasse en fait finalement en Australie. Donc d'une manière ou d'une autre, en tous les cas, il faut qu'il se fasse parce que c'est des fondamentaux de la langue française en matière de grammaire, de conjugaison, de connaissance de la langue qui vont lui donner des bonnes bases après pour son collège et son lycée. Et on voit quand même que c'est des enfants, parce qu'on vient travailler une deuxième langue alors qu'ils ont pas finalement consolidé leur langue maternelle d'un point de vue académique, linguistique. Il y a du mélange, il y a du mix qui se crée. Le franglais est beaucoup plus employé je l'observe chez mes 2 plus jeunes que chez mon grand. Donc c'est à la fois une richesse d'apprendre 2 langues. On voit qu'il y a des passerelles qui se font dans le cerveau entre les 2 langues qui donnent un franglais qui est parfois amusant, et en même temps sur lequel il faut, je pense, laisser passer. C'est-à-dire que je me dis que quand on reviendra en France, finalement, au bout de quelques mois, le franglais disparaîtra. Oui. Parce qu'ils seront que exposés dans du français. Mais en fait, il y a des erreurs de langue qui apparaissent, et en fait, plutôt que de me dire « Ah, mais pourquoi il fait ci ou elle fait ça ?» En fait, c'est évidemment, en fait, ça vient de l'anglais. Donc en fait, faut savoir laisser couler ce genre de choses, parce que c'est des petites dissonances ou des petits défauts qui se corrigeront automatiquement quand ils seront sur une seule langue. Oui. Quand ils auront l'exposition à 100% avec les versions correctes, ou quand ils auront les mots à tout le temps qui leur seront répétés. Exact.
clairement, le cerveau va remettre ces mots-là à l'avant et va remettre l'anglais un peu à l'arrière. Exactement. Et ma petite dernière, c'est flagrant. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre deuxième cette semaine et elle me parlait en français et elle m'a dit mais il va devenir quel âge ? Erreur courante. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dit il y a 3 ans. Et en fait, juste parce qu'elle traduisait He's turning 13, Et donc, c'est ça qui est rigolo. Et elle m'a dit quand même ah, mais maman, tu t'es trompée, il est 12 ans. Non, il a 12 ans. Donc, en fait, voilà. Et je pense qu'il y a 3 ans, ça m'aurait inquiétée. Je me serais dit, mais oh là là, elle sait pas parler français. Alors qu'en fait, là, je sais bien que déjà, elle va être capable de s'auto-corriger. C'est-à-dire que la phrase après, elle peut la faire de manière extrêmement juste. Donc en fait, voilà. Il faut quand même maintenir une certaine fluidité dans les conversations et pas en permanence les reprendre parce que c'est des choses qui s'auto-corrigeront ou qui se corrigeront plus tard. C'est pas très grave. Et puis quand on regarde nous-mêmes en tant qu'adultes, on utilise du franglais aussi parce que au bout d'un moment, il y a des mots qu'on utilise tout le temps en anglais qui finalement sont plus justes pour décrire ce qu'on veut dire. Exactement. Ou alors on fait aussi des erreurs de structure, ça peut nous arriver. Voilà. Mais on sait très bien que c'est pas correct, simplement dans le feu de l'action. Et en fait, c'est très intéressant de voir qu'il y a une perméabilité intellectuelle entre les deux langues. Et que finalement, ça consolide les apprentissages. En fait, ça fragilise et consolide les apprentissages des deux langues en même temps, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, mais finalement, je suis convaincue que ce qui ressort à la fin, c'est finalement... faut laisser le temps au temps, mais à la fin, ils sauront maîtriser les deux langues. C'est juste une question de temps et... De patience et de puis patience. De bienveillance envers tout le monde. Ouais, c'est ça, de bienveillance, ouais. Et même si je sais que le terme est très qualité galvaudé énorme, je trouve, de la société australienne, du reste. Oui. Bienveillance. Bienveillance, effectivement, en Australie. Dans l'éducation australienne, en tout cas, c'est prévalent. La bienveillance est prévalente. Je trouve que, en fait, c'est un système... Moi, j'ai adoré la pédagogie australienne, notamment pour le primaire. Je pense qu'après, il faudrait faire un mixte franco-australien. Et j'expliquerai pourquoi, mais je trouve que la pédagogie anglo-saxonne, d'éduquer des êtres vivants et des personnes, est fondamentale. C'est-à-dire qu'en France, et j'ose dire malheureusement, c'est dès la maternelle centré très très vite sur l'académique et sur l'importance des notes, et de la réussite scolaire des enfants. Et en fait, on en oublie que ce qui est aussi important, c'est de former les individus de la société, des personnes qui vont agir dans la société demain. C'est-à-dire que c'est important, en fait. Évidemment qu'en France, on apprend les enfants à bien se tenir, à vivre ensemble dans un groupe classe. Mais le cadre est tellement rigidifié par des règles, que finalement... c'est assez difficile pour l'enfant de sortir du cadre, sauf à ce qu'il soit vraiment rebelle. Oui, alors que ce qui est très intéressant en Australie, c'est qu'en fait, le cadre se voit assez peu. Les enfants sont beaucoup plus libres d'évoluer. Et je le vois où j'interviens en maternelle. L'organisation d'une classe de maternelle, c'est incroyable. Il y a 2 pupitres de peinture à disposition tout le temps dans la classe. Il y a un atelier de pâte à modeler à disposition dans la classe en permanence, un atelier de dessin, il y a des espaces de jeu libres et il y a un espace où ils font les activités demandées par la maîtresse. Et en fait, dans la méthode pédagogique, mais les enfants, tant qu'ils vont respecter les autres, le matériel, et résoudre leurs conflits, c'est-à-dire que s'il y a des conflits entre enfants, en fait, c'est pas l'adulte qui va venir apporter la solution, mais c'est les enfants qui doivent résoudre leurs problèmes. Et c'est pareil lorsque les enfants, on leur lit un livre ou on leur demande ce qu'ils pensent de quelque chose. En fait, on est dans quelque chose qui se rapproche de la méthode Montessori, où en fait, ils doivent découvrir par eux-mêmes
Donc en fait, ce qui compte à la fin, ce n'est pas le résultat. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des enfants que ça soit parfait. Que ça soit les dessins, leur production de pâte à modeler, en fait. Ce qu'on leur demande, c'est de la créativité, c'est de réfléchir par eux-mêmes et d'expliquer pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils ont fait, de savoir travailler en groupe, c'est-à-dire que on va mettre à disposition tout un tas de matériel pour qu'ils construisent des cabanes, ils peuvent utiliser des cutters, des ciseaux tout seuls, et tout ça se passe de manière extrêmement en sécurité pour les enfants, mais en même temps ça les responsabilise. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils sont vraiment ils créent leur propre société, c'est-à-dire qu'en fait, ils agissent. C'est à eux de faire action, en fait, pour que ça se passe bien. Et c'est pas une éducation finalement magistrale qui vient du professeur qui donne les consignes. Et donc en fait les enfants sont responsabilisés très petits. Et en fait ils ont très petits la conscience qu'ils appartiennent à une communauté, déjà par l'uniforme, par l'existence de maisons dans les écoles, où ils sont chacun rattachés à des maisons et donc ils représentent les couleurs de leur maison, par l'ensemble des rôles de leader que les enfants peuvent avoir, c'est-à-dire qu'en France on va avoir le délégué de classe, mais ici il y a quasiment 25% des enfants qui ont un rôle dans l'école et ils travaillent avec les adultes pour le bien-être de l'école. Donc je trouve qu'à l'issue du primaire, peut-être qu'on peut parfois en tant que Français justement s'interroger sur leurs acquisitions académiques dans un niveau élevé, mais par contre là où je ne m'interroge absolument pas, c'est que je vois des enfants extrêmement épanouis, qui ont confiance en eux, qui ont conscience des responsabilités qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont une relation d'égal à égal avec les adultes. La créativité, la façon de résoudre les problèmes de manière exactement, exactement. Et tout ça, je trouve que c'est finalement pour moi fondamental de construire ces individus et ces personnes, et que le temps du primaire sert à ça, en même temps que les apprentissages. Et donc je trouve je trouve qu'ils ont vraiment un bon dosage sur ces deux ensembles. Peut-être que en France, les résultats, les enfants vont être plus stimulés académiquement, mais en fait, il y a vraiment, en tous les cas, en moyenne, une dichotomie avec toutes les soft skills que ici ils apprennent de manière naturelle et qui vont continuer du coup à avoir au collège et lycée. Je trouve qu'au lycée, c'est assez similaire au lycée en France, c'est-à-dire que c'est comme partout, le bac est sur 2 ans, ils doivent travailler pour avoir des bons résultats, puisque ça conditionne leurs études supérieures. Là où je dirais qu'il pourrait y avoir une inspiration française dans l'éducation australienne, c'est au collège, parce qu'au collège, je trouve il n'y a pas assez de stimulation académique, et comme les enfants le système australien responsabilise les enfants, c'est à eux dès la 5e de savoir s'ils ont envie de travailler ou pas, s'ils ont envie de faire leurs devoirs ou pas, alors qu'on est dans une phase d'adolescence. Donc c'est quand même vrai que dans cette phase-là, ils mériteraient d'être un peu plus challengés académiquement. Ça va arriver qu'au niveau de la 3e. Et le choc est assez rude après, quand ils rentrent dans les dernières années. Exactement. Oui, parce que c'est des enfants qui ont été quelque part chouchoutés, à qui on n'a pas dit que ce serait bien qu'ils travaillent plus. Ils ne vont jamais être sanctionnés parce qu'ils ne font pas leur travail, en fait. Ils auront peut-être pas les bonnes notes, mais c'est pas grave, en fait. C'est bien parce qu'on n'est pas traumatisé par les notes. Voilà, ici, c'est ça. Pour la santé mentale, mais ça en tous les cas, l'enfant n'est pas poussé pour le coup, et ce qui n'est pas grave au primaire, parce que du coup, il est poussé dans tout un champ de développement des soft skills, que c'est une bonne combinaison, mais je trouve qu'au collège, ça mériterait qu'ils soient un peu plus poussés pour être mieux préparés sur le fait que ça nécessite une rigueur, un travail régulier, personnel, et c'est pas juste have fun, do your best et be happy. C'est là où le système australien est très différent du système français, c'est que par l'absence de cadre très rigide, il responsabilise énormément les élèves. Ce qui peut avoir un effet quand même un peu pervers, parce que au collège, les enfants peuvent manquer de maturité pour justement se prendre en main.
On va terminer la première partie parce qu'après je voudrais te parler d'autres choses. Mais déjà, donc toi finalement, tu nous parles aujourd'hui après tes 4 ans, 3 ans d'expatriation, et pour toi ça se termine bientôt. Voilà, pour nous ça se termine bientôt, on rentre effectivement début juillet. Maintenant que la décision est prise, the show must go on, comme on dit, donc on est assez tourné vers la préparation du retour. On serait bien resté plus. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour, quand on a vécu ici en Australie, de se dire que c'est très safe, c'est vraiment, c'est une vie agréable. C'est une vie où il n'y a pas d'insécurité, où les enfants sont extrêmement libres de faire énormément de choses. Et quel que soit en fait leur niveau d'études, il y a le plein emploi. Donc en fait, c'est quand même quelque chose, une société, si on devait réfléchir que par rapport à nos enfants, le choix se porterait de rester ici. Je pense que ils sont bien plus épanouis. Ça construit des êtres plus équilibrés et des enfants qui sont vraiment eux-mêmes. Parce que, encore une fois, en Australie, il n'y a pas de codes sociaux visibles. Et ça, c'est... En fait, on peut avoir très bien réussi sa vie et avoir des responsabilités très importantes dans une entreprise et s'habiller de manière extrêmement décontractée sans qu'une seule fois, les gens vont se dire « Oh là là, il fait vraiment pas d'effort ». Ça ne viendra jamais à l'idée des gens. Donc, cette liberté d'être soi, je trouve, et de pouvoir... laisser tomber les barrières de faut faire attention parce que dans le métro je peux me faire embêter ou c'est quand même hyper agréable, c'est sûr. Et moi je trouve que tous personnellement en fait on a grandi parce qu'on s'est tous adaptés, on a réussi à vivre cette expérience en famille finalement malgré les hauts et les bas, parce que l'expatriation c'est loin d'être un long fleuve tranquille, mais finalement on en retient du positif. Je trouve qu'on a tous réussi à, je pense, atteindre les objectifs qu'on avait pu se fixer avant de venir. Voilà, et les enfants, moi je trouve qu'ils sont extrêmement épanouis. Je sais pas si ça aurait été autant possible si on était resté en France. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et ils vont pouvoir justement... utiliser ce qu'ils ont appris en tant que personne pour pouvoir se réadapter en France et oui, pouvoir vivre sereinement ce retour, hein, même si ils resteraient bien tous. Hein. C'est quand même, après, ils sont quand même conscients que c'est mieux de rentrer avec papa et maman, mais c'est sûr que je pense qu'ils reviendront. Eux, c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ouais, pour eux... Pour eux, aujourd'hui, ils parlent anglais, donc ça leur ouvre des portes et ils se disent que revenir en Australie, c'est quelque chose qu'ils pourront faire dans leurs études supérieures. Et tu penses que vous allez continuer à entretenir l'anglais quand vous allez rentrer, justement ? À l'inverse de ce que vous avez fait en étant ici. C'est un objectif, ça dépend vraiment des opportunités qu'on peut trouver dans les villes de retour où nous allons. Donc écoute, je pense que le plus gros challenge est pour la plus petite, parce que quand on rentre à 7 ans, c'est clair qu'elle, si on n'entretient pas, en 1 an, elle va perdre son anglais. Et pour autant, aujourd'hui, c'est quasiment sa langue la plus forte. Donc elle, il faut qu'on trouve des solutions, je pense, des activités extrascolaires. Malheureusement, il n'y avait pas de solution pour être dans une école internationale, là où on rentre, qui correspondent à nos aspirations et nos valeurs, et où on aurait pu sentir notre fille épanouie. Donc elle va retourner dans le système français, et on a l'intention qu'elle ait des activités en anglais après l'école. Et puis on va essayer, je pense que les enfants ont pris l'habitude de regarder les films en anglais, de voir les spectacles en anglais, donc je pense qu'on fera cet effort d'avoir le plus possible de l'anglais à la maison, de continuer à lire en anglais. J'ai ramené toute une bibliothèque en anglais, donc voilà, de maintenir aussi ça, ces rituels-là. Pour les plus grands, notre aîné qui rentre au lycée, il va passer un bac euro en anglais, donc il aura un petit peu d'anglais, mais aujourd'hui c'est un enfant qui a vécu son collège ici, donc en fait il a une maturité en anglais, dans la langue maintenant, qui est extrêmement forte, donc lui, même s'il perd un peu,
Enfin, je veux dire, il suffit d'une réexposition, c'est emmagasiné complètement. Il va pas du tout l'oublier. C'est pas comme quelqu'un qui apprend une seconde langue et qui, sans le pratiquer, va le perdre. Donc, ça reviendra très très vite. Ça reviendra très très vite. Et le deuxième, qui va terminer son collège en France, lui, on attend... pareil, il va faire un peu d'anglais à l'école et peut-être un peu plus selon les opportunités qui vont se présenter dans les prochains jours. Mais voilà, on essaye de maintenir un environnement où ils pourront continuer à pratiquer quand même leur anglais pour le perdre le moins possible. Surtout pour le deuxième qui finalement... c'est l'enfant qui a fait le plus d'efforts pour toutes les raisons que j'ai dit avant. En fait, parce qu'il a dû travailler pour finir d'apprendre et consolider sa langue maternelle, plus apprendre une deuxième langue. Et donc, ce serait trop dommage, après tous ces efforts, de revenir en France, de devoir se réadapter à un système et en même temps de pas consolider les efforts qu'il a fait. Donc, c'est vraiment ça, moi, auquel j'ai envie d'être vigilant. C'est... faut être conscient que les enfants, ils ont fait un effort, surtout quand on arrive en fin de primaire. Et donc, c'est comment on fructifie ces efforts et on les récompense en créant un cadre où en fait, ils vont pas être perdants. Le but du retour, c'est ça, et qu'ils se sentent bien. Après, mes deux grands, ils ont connu l'école en France, donc ils vont se réadapter assez vite. Ils se souviennent, ils savent très bien que le système est beaucoup plus exigeant. Donc voilà, les enfants, c'est une grosse force d'adaptation, ils vont se réadapter. La petite, elle a aucun souvenir de la structure à la française, en fait. Donc elle, en plus du choc dans les apprentissages, elle va avoir un choc culturel, en fait. Oui, c'est une expatriation inverse. Ouais, donc elle a une impatriation. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, voilà, donc, je serais assez vigilante, je pense, sur la dernière, même si c'est des enfants qui ont peut-être plus de ressources parce qu'ils sont plus jeunes. Mais il n'empêche qu'elle est très australienne dans sa manière de se comporter, dans ce qu'elle est devenue en tant que personne. Je pense qu'elle va être choquée par la rigidité de l'école, par les commentaires des professeurs qui ici sont toujours positifs, même quand l'enfant a raté, alors qu'en France... Oui, des fois presque même à outrance. Oui, trop à outrance. Des fois, il faudrait pointer quand il y a des vrais problèmes. Voilà, c'est ça. Oui, c'est trop à outrance ici, je partage. Mais voilà, c'est sûr qu'elle va avoir un choc culturel aussi. Dans son propre pays d'origine, quoi. C'est ça qui est incroyable. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut pas être... faut juste être conscient en tant qu'adulte que, au même titre que nous, on va devoir se réadapter, les enfants doivent se réadapter et voilà, l'expérience d'expatriation, pour moi, dans ma tête, elle va se terminer 6 mois après notre retour en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps de réadaptation pour chacun. Voilà, donc pour moi, l'expatriation, voilà, en fait, elle ne termine pas quand on prend l'avion pour rentrer. Elle va se terminer bien 6-7 mois après, le temps que de réinstaller tout ce petit monde et de reprendre nos routines et que les enfants et nous-mêmes on se sente bien en fait dans notre nouvelle vie, voilà. Ouais, c'est tout un processus encore. Exactement. Et vas-y, prends le temps de boire un petit coup, si tu veux grignoter un coup, parce que maintenant je voudrais passer à Melbourne Accueil, mais vas-y, reprends un peu de sucre. Voilà. Tu me termines trop bon. Et en aparté, alors elle a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'à moi, et j'ai failli acheter des croissants, parce que on parle français, mais en fait je me suis dit, comme elle rentre bientôt, je vais plutôt lui mettre des Tim Tam. Voilà, un classique. Et visiblement ça a du succès. C'est tout pour la première partie. Si tu veux pas louper la sortie de la deuxième partie, où on parlera de l'association Melbourne Accueil, abonne-toi sur la plateforme où tu m'écoutes. À la prochaine!